Bonjour à tous et bienvenue à la causerie du jour. Bienvenue aux personnes qui sont présentes aujourd'hui dans l'amphithéâtre Einstein, dans nos locaux de Césy Nanterre. Donc aujourd'hui des classes préparatoires première et deuxième année et évidemment l'ensemble des personnes qui nous suivent via le lien live. Donc merci à vous de nous suivre chaque semaine. Cette nouvelle saison, donc à Communauté, on en est à la 3e causerie de la saison 2022-2023. Je le rappelle pour certains d'entre vous qui ne connaissent pas le concept, donc les causeries Césy, c'est un cycle de conférences tous les mardis de 13h à 14h dans les locaux de Nanterre, mais diffusables évidemment, comme je vous le dis, via le live depuis déjà 5 ans. On vous propose des thématiques diverses et variées sur des sujets menant sur la méthodologie de l'ingénieur, les technologies, la culture générale. C'est vraiment pour vous un moyen d'ouvrir votre esprit, de vous apporter des connaissances de culture générale qui est très importante et essentielle pour vous professionnels, mais aussi en tant qu'individu. Donc je vous incite fortement à regarder l'ensemble du programme et vous connecter en live si vous êtes en entreprise ou pas forcément en présentiel, et vous qui nous suivez à travers l'ensemble des centres Césy, les 25 centres Césy, en particulier Orléans. Et voilà, de nous suivre chaque semaine, un simple clic à 13h sur le lien et c'est parti. Donc merci encore. Les causeries, c'est l'occasion d'échanger également avec le causeur. Vous avez possibilité de poser des questions à la fois dans l'amphithéâtre, mais via le live. Je vous rappelle l'adresse causerie au pluriel idfc@cesi.fr. Vous envoyez votre mail et je me ferai porte-parole de vos interrogations auprès du causeur du jour. Donc la causerie du jour, donc présentée par Monsieur Battal, Thibaut Battal. Donc merci à lui, on peut l'applaudir de venir vous voir aujourd'hui. On aborde cette semaine la créativité, la thématique de la créativité, donc qui parle à tout le monde. Quelque chose de très important aussi dans toutes les entreprises aujourd'hui. Thibaut va pouvoir étayer le propos. Merci à tous et très bonne causerie. Merci Héloïse. Bonjour à tous, merci d'être là. Ok, vous avez reconnu Scheim. On va donc parler un peu de créativité. Mais d'abord, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous voyez qu'il y a la différence entre Fortnite, faire du shopping, dessiner, ça se complique un peu maintenant, et parler? Le point commun, ouais. Le loisir, non. Pardon? La créativité? Yes, bien joué. C'est effectivement la thématique d'aujourd'hui. Parce que être créatif, on ne le sait pas souvent, mais en fait, c'est être original et approprié. Donc original, on va être d'accord ensemble, c'est quelque chose qu'on a peu souvent vu. Approprié, c'est un peu plus compliqué à se dire, tiens, on est créatif, il faut être approprié. Alors prenons l'exemple, tout simplement, d'un architecte d'intérieur qui doit être créatif pour rénover cette pièce. En fait, ce serait hyper simple, s'il suffit d'être original. Il met une plante en plein milieu de l'entrée, une belle sculpture, et là, il est super original, il n'y a personne d'autre qui l'a fait avant lui, mais pourquoi d'autres l'a fait? Parce qu'on perd toutes les fonctions de la porte, toutes les fonctions de la fenêtre, et donc du coup, on n'est pas approprié. Donc, l'architecte d'intérieur, comme dans plein d'autres domaines, a besoin d'être original et approprié pour être créatif. On a la même chose dans l'art, vous allez me dire, ouais, mais l'art, il y en a qui ne sont pas appropriés. Mais en fait, est-ce que l'objectif de l'artiste n'est pas de s'exprimer, de montrer des beautés du monde, ou alors au contraire de montrer des malheurs du monde, des choses plus moches pour pousser à réfléchir? Donc là on a un exemple avec la corne d'abondance qui est magnifique à voir en vrai, les couleurs sont vraiment resplendissantes, vous pourrez le voir à la Cité de l'Architecture. Et d'un côté justement on a des couleurs très belles qui montrent la beauté de l'abondance, mais de l'autre on voit des couleurs qui sont plus sombres, qui montrent ce que l'abondance peut apporter de néfaste à long terme, avec notamment la soumission. Donc là, c'est une lecture personnelle. Vous ferez votre propre lecture à la Cité de l'Archi. Mais ça nous montre des choses importantes par rapport au côté approprié. Le premier, c'est que c'est très subjectif. Avec notamment, par exemple, ça dépend des cultures. On a un exemple frappant
c'est les caricatures de Charlie Hebdo, où certains sont pour, étant donné que ça va dans la liberté d'expression, et d'autres sont contre au point de s'exprimer violemment. Donc ça, c'est un premier point du côté approprié. Un autre point qui est intéressant, c'est Jeff Bezos qui a dit récemment « Ne laissez jamais personne vous dire que c'est impossible ». Alors je ne sais pas s'il étudie la créativité, mais en fait, ce qu'il dit est scientifiquement prouvé. Il y a plusieurs études qui montrent la corrélation entre original et approprié. Et qui montrent que plus on est original, et moins il est facile d'être approprié. Donc ça, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est la difficulté de communiquer ses idées. Donc c'est là où on voit qu'apprendre à communiquer, à faire de la rhétorique, ça devient très important. Donc j'aurai des petites billes pour vous tout à l'heure. Le deuxième, c'est que les individus ont des tendances néophiles ou néophobes. Les néophobes, ils ont une attirance pour les stimuli conventionnels qui sont très simples, alors que les néophiles ont une attirance pour les stimuli plus complexes, non conventionnels. Donc en fonction de votre profil, vous allez avoir plus ou moins d'attrait sur l'idée qui est très originale. On a une étude notamment qui s'est faite là avec des experts qui ont pu évaluer le côté approprié de Von Thienen en Allemagne en 2011, qui s'est fait sur 40 participants qui devaient innover. Les experts ont évalué les idées et là on voyait que plus c'était original, moins c'était approprié. Et pourtant ce sont des experts. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont mal évalué ? En fait, il y a une autre problématique qui est que le cerveau a besoin de temps pour s'adapter à ce qui est nouveau. Il n'arrive pas à concevoir mentalement ce qui est super original. Et donc même pour l'expert, il va falloir un temps d'implémentation et de test pour valider l'originalité de l'idée. Donc maintenant, comment faire pour être facilement évalué et approprié ? Il y a d'autres études qui ont évalué ça. Eh bien, suffit que ce soit socialement acceptable et que les bénéfices soient obtenables très rapidement. Malheureusement, plus on a ces critères-là et moins on a de facilité à être original. Donc là, on avait dit qu'on était créatif parce qu'on est original et approprié. Et bien, c'est effectivement le cas dans toutes ces situations-là. Avec les jeux vidéo, si on veut surprendre l'adversaire ou surprendre l'intelligence artificielle, il faut être original, mais il faut toujours pouvoir agir dans le cadre des règles de gameplay du jeu qui ont été programmées. Donc il faut aussi être approprié et dans le but d'atteindre un meilleur score. Donc toujours être approprié. Faire du shopping, c'est pareil. On veut être original pour pouvoir attirer l'attention, mais en même temps, il faut être approprié par rapport au contexte où on va. On ne va pas s'habiller pareil si on va à un mariage, si on va au travail ou si on va en teuf. Dessiner, toujours pareil. Si vous voyez un petit jeune à son école qui dessine une scène de sang où sa famille est massacrée, on va lui dire que ce n'est pas approprié. Maintenant, si l'objectif de ce jeune était de faire un appel à l'aide, pour savoir s'il est original, il va falloir comparer avec les créations des autres jeunes dans la même situation. Parler, c'est exactement pareil. Parler, chaque phrase qu'on sort au quotidien est nouvelle, à part les quelques bonjours, est-ce que ça va, etc. Et ça doit être approprié, parce que l'objectif est de se faire comprendre par la personne à qui l'on parle. Et on va passer conduire, qui va nous faire perdre du temps. Donc moi, je suis Thibaut Battal, je suis ingénieur en informatique et mathématiques appliquées, et je travaille aujourd'hui pour viser un environnement numérique immersif et collaboratif qui favorise la créativité. Donc comme tout ingénieur, j'ai pour objectif de comprendre ce que le commanditaire me demande. Ici, c'est des psychologues qui cherchent à favoriser la créativité. Et en tant que chercheur, je dois faire un état de l'art des connaissances pour en créer de la nouvelle et la valider par des expérimentations. Et donc en visant la créativité, du coup, j'ai remarqué quelque chose cette année, c'est que la créativité n'est pas que pour les artistes. Les scientifiques ont besoin d'être créatifs. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. On va voir que être créatif, ça nous permet d'améliorer notre monde à tous en inventant. Mais en comprenant pourquoi la créativité est nécessaire, en fait, c'est notre vision au quotidien du monde qui va changer. Vous allez comprendre pourquoi. En psychologie, on parle de relations virtuelles. C'est les informations que l'on a à propos des individus qui nous entourent. Et chaque individu qui sont face à un même autre individu ont une relation virtuelle, ont des a priori différents par rapport à l'autre. Et donc c'est ça qu'on va voir qui va se trouver modifié. Alors pourquoi être créatif ? On est d'accord, dans la vie, on a plein de problèmes. Alors il y en a des compliqués et il y en a des complexes. Les compliqués, c'est des problèmes logiques, il y a une bonne solution et on peut l'atteindre en raisonnant et en appliquant des méthodes. Donc ça, dans les domaines scientifiques, c'est ce qu'on apprend à faire jusqu'en bac+2.
Et après cela, on découvre comment résoudre les problèmes complexes. Donc il y a des problèmes illogiques qui ont plusieurs solutions et aucune méthode ne permet d'atteindre cette solution. Là, par exemple, si vous tentez de relier tous les points avec 4 segments sans lever la main, en fait, ça va être très compliqué et complexe même. Il y a une solution, ça peut faire une bonne question pour tout à l'heure. Il y a également des problèmes ouverts ou mal définis. Les problèmes ouverts sont des problèmes qui ont plein de solutions possibles. Et donc là, il va falloir apprendre à mieux le définir pour trouver la solution qui est la plus appropriée. Et les mal définis, c'est là à nouveau, il faut travailler sur la définition du problème pour pouvoir réduire sans cesse l'espace de solution. Dans le monde, il y a plein de problèmes ouverts ou mal définis. Les épidémies qui ont encore lieu, ce sont des problèmes ouverts ou mal définis. Les guerres dans le monde, les inégalités sociales, tout ça, c'est plein de problèmes qu'on a à affronter dans ce nouveau siècle. Et c'est probablement pour ça que la créativité est considérée selon plusieurs classements comme une soft skill clé du nouveau siècle. Donc pour n'en retenir que 2 des classements, on a celui de l'OCDE qui le considère comme un soft skill clé, et puis celui du World Economic Forum qui est très intéressant parce que la créativité est en 3e position. Et en fait, en 2e position, on a la pensée critique. Et la pensée critique est nécessaire pour être créatif. Parce que si l'on ne remet jamais en question ce que l'on a déjà, comment on va pouvoir trouver une nouvelle solution? Et sur le premier, on a la résolution de problèmes complexes qui est une sous-thématique de la créativité. Donc on voit à quel point la créativité va être nécessaire au XXIe siècle. Il y a même l'AFNOR qui est un centre de certification qui maintenant décerne des certifications aux établissements d'enseignement supérieur qui mettent en œuvre des moyens de rendre les gens plus créatifs. Donc ça c'est tout récent, ça n'a que quelques mois, et on voit comment la créativité prend de l'ampleur. Quelques citations qui sont très intéressantes de grandes personnes. Confucius, déjà au VIe siècle avant Jésus-Christ, nous disait que celui qui ne peut pas décrire le problème ne trouvera jamais la solution. On a Henri Poincaré, plus récemment, un mathématicien, qui disait qu'un problème bien posé est un problème à moitié résolu. Et Einstein, qui disait que la formulation du problème est souvent plus essentielle que sa solution. Et si l'on prend les étapes du processus créatif selon Wallace, qui date de 1926 et qui fait encore foi aujourd'hui, la préparation des informations du problème, sa bonne définition, c'est la première étape. Einstein allait plus loin. Il disait également que soulever de nouvelles questions, de nouveaux problèmes, envisager des problèmes anciens sous un angle nouveau, requiert une imagination créative et marque de véritables avancées scientifiques. On connaît tous Einstein, on sait à quel point il a révolutionné l'univers scientifique, à quel point il avait des théories novatrices, et lui-même parle d'imagination créative pour réaliser ces nouvelles théories. Il y a Cal Newport aussi, un chercheur du MIT, qui dit quelque chose de très intéressant. C'est que pour faire face à la croissance et à l'impact des nouvelles technologies, il y a 3 types de personnes qui pourront s'en sortir. Donc est-ce que vous faites partie de l'un d'eux? Le premier, c'est ceux qui ont accès au capital financier. Malheureusement, si on n'y a pas accès, c'est compliqué. On ne peut pas faire mieux si ce n'est passer par des incubateurs, des organismes spécifiques, et on n'est pas sûr d'atteindre une augmentation du capital. Par contre, en deuxième point, on a ceux qui sont les meilleurs dans ce qu'ils font. Et pour ça, il y a des outils de créativité qui sont très intéressants, notamment la carte mentale, qui permet non seulement d'avoir de nouvelles idées, mais aussi de mieux organiser les informations qui nous entourent, mieux les comprendre, mieux les assimiler, et donc au final d'être meilleur dans ce qu'on fait. Donc là, la créativité peut nous aider. Et le troisième point, c'est avec des machines intelligentes, les personnes qui peuvent bien travailler et de façon créative pourront s'en sortir. Donc ça, c'est Cal Newport, chercheur au MIT. Pour avoir un dernier exemple de l'importance de la créativité, il y a Frito-Lay, une entreprise de snacks aux États-Unis, qui a intégré la créativité dans ses procédures de formation et de production. Et en 4 ans, ils ont économisé près de 600 millions de dollars grâce à cela. Donc là, ils augmentent leur capital financier au final. Les plus grands scientifiques sont créatifs, on l'a vu un peu déjà avec Einstein. Alors pour resituer un peu ses travaux, il a notamment découvert qu'il y avait un fort lien entre l'espace et le temps. Donc comme ça, intuitivement, c'est dur à concevoir parce que l'espace, c'est tangible, le temps, ça défile sans cesse. Et pourtant, il a découvert que si Bob est dans un train et que Alice est à l'arrêt, le temps passe à une vitesse différente pour Bob et Alice. Si Bob est sur une planète qui est très dense et Alice sur une planète qui est peu dense, le temps passe différemment pour ces deux personnes. Interstellar n'a rien inventé, mais donc, demandons-nous, que pensent les astrophysiciens des travaux d'Einstein?
Et bien justement, on a Hakim Oluseyi qui dit que beaucoup d'idées d'Einstein sont révolutionnaires, certaines sont contre-intuitives, notez bien ça, il faut aller au-delà des intuitions. D'autres sont tout simplement renversantes. Elles reflètent que les phénomènes qui se produisent à la structure de l'univers sont très différents de ce que perçoivent nos sens. Par rapport aux travaux d'Hawkins, il y a Jana Levin qui dit qu'il est incroyablement novateur. Il est capable de faire des découvertes qui nous paraissent contre-intuitives à nouveau et totalement improbables. Une fois que vous avez intégré la relativité, la vision du monde change complètement. Donc là, on voit l'aspect créatif, contre-intuitif, dont on va parler tout au long de cette causerie, dont fait preuve ces grands scientifiques. Alors pourquoi appliquer des méthodes de créativité? Pourquoi notre cerveau, alors qu'au quotidien, on l'a vu avec les jeux vidéo par exemple, on est créatif? Eh bien en fait, nos cerveaux vont très vite. Pour un petit exemple, j'ai ma bouteille d'eau ici. Est-ce que si j'ai envie de boire, vous pensez que, ok, je me dis consciemment j'ai envie de boire, donc mon cerveau, il va créer l'action pour saisir la bouteille et je vais la saisir, ou alors que mon cerveau fait sans cesse des propositions de ce que je peux faire et que mon conscient choisit et dit, ok, ça je le fais. La deuxième? Ouais, ça vous paraît logique? C'est étonnant. Ok, bah, c'est effectivement ça, c'est la deuxième. En fait, on a notre sillon intrapariétal, antérieur intrapariétal, sans aller dans les détails, à chaque forme qu'il voit, il fait des propositions d'action associées. Si je vois un tournevis, il me propose de le prendre, de le saisir et tourner. Si je vois une bouteille d'eau, il me propose de saisir la bouteille et de boire. Et c'est en fait, on a un complexe moteur supplémentaire, ça s'appelle juste ici, qui lui va agir comme un filtre et va dire ça je fais pas, ça je fais pas, ça je fais pas, ça je fais, ça je fais pas. Et à tel point qu'il y a certaines personnes qui ont un problème, elles ont le syndrome du membre étranger, et en fait elles ont des déficits au niveau de ce complexe moteur, et il suffit qu'elles voient un verre d'eau par exemple, pour le saisir et boire, même si elles n'ont pas du tout envie de boire. Il y a d'autres personnes qu'on appelle les kleptomanes, mais ça c'est encore autre chose. Donc nos cerveaux vont très vite, et je pense que vous allez très vite pour ça aussi. J'ai une petite question. Si j'ai un damier, donc qui fait 68 cases, j'ai des dominos, je veux placer chaque domino sur toutes les cases. Combien il me faut de dominos pour remplir les cases? 38, yes, bien joué. 68, non. 68 divisé par 2, 34. Ça comptera dans la note finale. Ouais. Là, on en prend un de 68 pour l'exemple. 8 x 8, 64, mais vous avez raison. J'ai pas recompté. Maintenant, si je retire 2 cases, c'est là où je me suis plus concentré. Combien de dominos puis-je placer maintenant? Donc en restant sur le 34, 30, 32, ok, on a des 33, ok. On enlève 2 cases, ce sont les cases noires qui sont en haut et en bas. La réponse c'est effectivement 32. Ceux qui ont dit 33, en fait, ont réfléchi très vite et se sont dit, bah, si je retire 2 cases, j'enlève un domino, ça me fait 33. Mais en réalité, comme il s'agit de 2 cases noires, bah, on aura toujours des trous qui ne seront pas comblables. Vous pourrez essayer toutes les combinaisons que vous voulez, c'est pas possible. Parce que c'est des cases noires qu'on enlève. Si j'avais enlevé une noire et une blanche, c'est pas le même raisonnement qu'on aurait eu. Là, on aurait pu enlever un seul domino. Pour mieux s'en rendre compte, on a les mathématiques qui sont à la rescousse, donc il faut aimer les maths. Pour simplifier, on se met sur une dimension, donc la dimension des chiffres, on passe du 2D avec les abscisses et les ordonnées pour passer à ceux des chiffres. On a impair, pair, impair, pair, impair, pair. Au final, on a une alternance. C'est comme l'alternance de cases blanches et de cases noires qu'on a en 2 dimensions. Je veux supprimer 2 chiffres et pouvoir tout réordonner de manière à toujours avoir cette alternance impair, pair, impair, pair, impair, pair. Quel chiffre je peux supprimer? Est-ce que je supprime 2 chiffres pairs? Est-ce que je supprime 2 chiffres impairs ou un pair et un impair? Exactement, un impair et un pair. Si on veut supprimer les 2 chiffres pairs, on peut du coup réorganiser, mettre le 8 ici, mais on a toujours le 7 qui se trouve là, et là on n'a plus la bonne alternance. Par contre, si je supprime un impair et un pair, on peut réorganiser en mettant le 7 à la place du 3 et le 8 à la place du 6, et là on a la bonne alternance. Henri Poincaré disait que c'est par l'intuition que nous découvrons, et c'est par la logique que nous validons.
Donc c'est ce qu'on peut faire grâce aux mathématiques. Et si on essaye, si on prend une case noire, une case blanche, même en plein milieu du plateau, eh bien effectivement, on pourra placer les dominos. Et ça, ce piège de l'intuition, de la réflexion rapide sans la validation, pour ceux qui avaient dit 33, c'est en fait le principe de nombreuses énigmes. Donc vous pourrez aller vous amuser à les faire. C'est les intuitions qui sont trompées. Pour aller plus loin, à quel point nos cerveaux vont vite et souvent nous induisent en erreur, peut-être vous connaissez le damier d'Adelson, où on se demande, est-ce que la case A et la case B ont la même couleur? Oui. Vous le voyez qu'ils ont la même couleur? Non, mais on ne pose pas la question pour rien, c'est ça. Donc vous avez eu un raisonnement logique pour le valider. Maintenant, en effet, ils ont la même couleur. Pourquoi ça a lieu? Parce que en fait, notre cerveau voit les contrastes, il voit que la case A est entourée de cases blanches et la B est entourée de cases noires. En plus de ça, c'est un environnement, c'est une image 3D, donc le cerveau calcule la lumière, voit qu'il y a une ombre, donc en toute logique, ça va foncer une case qui en fait, ce n'est pas si foncé. Et si on cache du coup les cases qui sont autour de la A et de la B, on n'a plus ce problème de contraste, on n'a plus le problème d'ombre, et on voit que la couleur est bien la même. On a beau le savoir, pourtant, on est toujours trompé. On a aussi l'illusion d'Eibinghaus qui est similaire. Est-ce que les ronds oranges sont de la même taille? Donc vous me dites oui, parce qu'effectivement, je ne pose pas la question pour rien. Et si on valide avec un rectangle, effectivement, c'est de la même taille. Et pourtant, même là, je ne sais pas pour vous, mais même moi, j'ai l'impression qu'il y a encore une taille différente alors que j'ai la preuve sous les yeux. Nos cerveaux vont très vite. Qui veut lire ce qu'on a là-haut? On va peut-être prendre devant. A, 1, 3, C. Donc votre cerveau ne contextualise pas. Il y a peut-être un petit problème. Non, c'est très bien, vous êtes allé plus loin que la question que je posais, vous êtes douté qu'il y avait un petit piège. Alors déjà, je me demande pourquoi vous avez lu 3 et pas 13. Mais du coup, on a tendance à lire A, B, C en voyant ça, parce qu'on contextualise le B ou le 13 avec le A et le C autour. Et en revanche, si on lit ce qui est en bas, là on va lire 12, 13, 14, alors que pourtant le B et le 13 ont exactement la même taille. Un autre élément très intéressant pour comprendre pour valider que notre cerveau fait plein de choses étranges, je vous propose de regarder cette vidéo où là vous ne pourrez pas me piéger. Qu'avez-vous vu? Pardon? Une chose qui a fragilisé les structures? Je pense qu'avec l'ensemble des mouvements que les deux triangles ont fait, je pense qu'ils ont fragilisé la structure. D'accord. Et ces triangles ont évoqué des choses pour vous? Je pense que c'était juste... pour moi, non. Ouais. Est-ce que d'autres gens ont vu autre chose? Ouais. J'apporte le micro, attendez. Un triangle qui se fait harceler par un autre triangle?
Yes, je pense qu'on est beaucoup à avoir vu ça. Un triangle sauveur, un rond qui était victime et un triangle harceleur. Vous avez vu ça, les autres? Une dernière. Je dois parler fort. Vous m'entendez? Ouais, nickel. Moi, je pense que, en fait, l'effet de groupe, ça peut changer la donne. Quand on se fait harceler, par exemple. Ah, vous allez dans le débat du harcèlement là ou vous parlez de la vidéo toujours? Oui, parce qu'en fait, non, en fait, je pense que quand on est plusieurs, on est plus fort que la personne qui harcèle. Ouais, effectivement, c'est vrai, mais ça va pas être le débat d'aujourd'hui. Donc, est-ce que ceux qui ont vu des triangles, un qui harcelait, l'autre qui était sauveur et le rond qui était victime, est-ce que vous pouvez lever la main? Ouais, on a l'immense majorité. Ok, pour les autres, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Mais déjà, là, il faut savoir qu'on parle de perception de causalité physique, c'est pas celle-ci. Alors, attendez, j'ai plus le contrôle. Voilà, celle-ci, c'est la causalité intentionnelle. C'est la capacité que l'on a de déceler des intentions dans les éléments qui nous entourent. Ça marche pour les humains, mais ça marche aussi pour les machines. Le fait qu'un robot, on va lui percevoir des intentions et lui donner du coup des caractéristiques humaines, inconsciemment. Ça, les bébés de moins de 1 an ont déjà cette notion de causalité intentionnelle. On remarque chez eux, quand ils observent cette vidéo, qu'ils ont des réactions particulières. Ils l'ont déjà. Maintenant, il y a un type d'individu qui ne l'a pas, et donc c'est une très bonne nouvelle si vous n'avez pas vu l'animation, c'est les personnes qui tendent vers l'autisme. Donc là, vous avez une intelligence qui peut être incroyable si vous la maîtrisez bien, et vous pouvez vous entourer des bonnes personnes pour optimiser ça. Ça, c'est très puissant. Du coup, c'est inconscient, et ça nous permet de déterminer plein de choses. Parce que, par exemple, si je vous dis que les parents de Fred sont arrivés tard, le traiteur devait être là sous peu. Fred était furieux. Pourquoi est-ce que Fred est furieux? Parce que les parents de Fred sont arrivés tard ou parce que le traiteur va pas tarder à arriver? La majorité vont dire que c'est à cause des parents qui sont arrivés à la bourre par rapport au traiteur. Maintenant, vous avez tous votre conclusion et c'est la causalité intentionnelle qui vous fait avoir cette conclusion et comprendre l'implicite derrière les phrases. On voit que notre cerveau travaille vite du coup, mais maintenant ce qui l'intéresse pour faire le moindre effort possible, c'est toujours utiliser la première solution qu'il connaît déjà. Ça, c'est un problème et qui fait qu'on a besoin de créativité. Ça s'appelle l'effet Einstein. Par exemple, vous avez peut-être vu Die Hard 3, où il y a une expérience où on a des jarres avec des liquides, différents niveaux de liquide dans les 3 jarres, et il faut s'arranger pour que l'une des jarres atteigne un niveau de liquide. Et donc là, il faut transvaser d'une jarre à l'autre pour réussir à atteindre le niveau qu'on souhaite. Lukins a fait cette expérimentation avec des gens où il y avait ce problème de jarre, il y en avait plusieurs successifs à faire. Ils ont remarqué qu'arriver à un problème ou une solution qui avait déjà été présentée avant existait, mais qui elle était compliquée à mettre en œuvre, et qu'une seconde solution encore plus simple existait, et bien, tous les individus vont faire la solution qu'ils connaissent déjà. Ils vont être obnubilés par celle qu'ils connaissent déjà pour l'appliquer au plus vite. Ça s'appelle l'effet Einstein. Ça a été remarqué aussi chez des experts en échecs, avec un dispositif d'eye tracking qui a été mis sur leurs yeux, donc on pouvait suivre leurs mouvements oculaires. Et malgré que les joueurs d'échecs disaient avoir considéré toutes les solutions possibles, l'eye tracking montrait que leur regard se réorientait constamment vers les pièces qui concernent la première solution qu'ils ont trouvée. Donc ça veut dire que dès qu'on a un problème, si on va trouver une solution, même si ce n'est pas la meilleure, on va toujours rester focalisé sur celle-ci et ça va être très dur de trouver de meilleures solutions. Alors notre jeu, répondez très vite, là c'est chronométré. Attention, donc de quelle couleur est le lait? De quelle couleur est la neige? De quelle couleur est la chantilly? Que boit la vache? Alors on en a qui connaissent, on en a qui ont pris du recul, qui ne sont pas à fond dans la tâche, et on en a qui se sont fait avoir. Effectivement, la vache, elle boit du lait et non pas elle boit de l'eau.
Je me suis fait avoir aussi. La vache, elle boit de l'eau, du coup, on est d'accord. Je sais plus. Elle boit de l'eau et pas du lait. On en a un autre, si je reprends votre attention maintenant. C'est quelle souris marche sur deux pattes? Toutes? Oh, c'est à quatre pattes. Donc on en a une, c'est Mickey. Quel canard marche sur deux pattes? Ah, vous êtes créatifs, c'est cool. Effectivement, quand on est absorbé par la tâche, qu'on répond très vite, on répond Donald dans la majorité des cas. Et alors que non, tous les canards marchent sur plusieurs pattes. Ça, c'est l'effet d'amorçage. Ce que vous connaissez l'effet d'amorçage, c'est la présentation d'un stimulus qui va influencer inconsciemment toutes les autres informations qu'on va voir par la suite. Notre cerveau a besoin, pour trouver une solution, de pouvoir converger petit à petit vers la solution, de réduire l'espace de solution. Et pour ça, en fait, le cerveau prend la moindre information à disposition, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Et en fait, ça a plusieurs conséquences qui sont très intéressantes. La première, c'est l'amorçage physique. Il y a une étude en Allemagne de Bargial en 1996 qui a montré que en montrant des mots à des individus, ils se déplacent plus ou moins vite par la suite. Un groupe d'individus avait des mots neutres. L'autre, il avait des mots qui faisaient uniquement allusion à la vieillesse. On avait gris, ridé, canne, Floride. Ça vient des États-Unis, l'étude. Il y avait Floride. Là-bas, tous les retraités vont en Floride. Que des mots qui font penser à la vieillesse. L'expérimentateur demandait ensuite aux participants de changer de salle. Il trouvait une excuse pour ça. Et en fait, il les chronométrait dans le changement de salle. Ils ont remarqué que tous ceux qui avaient vu les mots en rapport avec la vieillesse s'étaient déplacés plus lentement d'une salle à l'autre que ceux qui avaient vu des mots neutres. On a l'individualisme aussi. Alors ça, c'est très intéressant. C'est une expérimentation de Vaux en 2006 qui, en fait, proposait aux participants, il y avait un premier participant qui entrait dans la pièce et l'expérimentateur disait « Ok, tu as deux chaises, place-les. Je vais chercher le deuxième qui va participer avec toi. Pendant ce temps, place les chaises. » Pour un certain nombre de participants, il y avait des allusions d'argent dans la pièce. Donc c'était soit des billets de Monopoly, soit c'était un économiseur d'écran avec des billets de banque, tout ce qui pourrait faire penser à l'argent. L'autre groupe, c'était une pièce neutre. Eh bien, il y a l'un des deux groupes qui mettait les chaises plus éloignées l'une de l'autre que l'autre groupe. Vous avez une idée de quel était le groupe qui mettait les chaises plus éloignées? Ouais. Yes, c'était le groupe qui avait des allusions à l'argent. Donc, automatiquement, il y a un effet d'amorçage par l'argent qui rend plus individuel. Il y a aussi le vote. Donc ça, c'était aux États-Unis en 2008, où il fallait voter pour des lois qui seraient en faveur de l'école ou non. On votait oui, c'est pour l'école, non, c'est contre l'école. Les individus qui ont voté dans une école ont été davantage pour que les autres. De même, les individus qui votaient dans une salle où il y avait des casiers, tout ce qui pourrait faire allusion à l'école, ont également voté pour la loi qui était en faveur de l'école. Et une dernière qui est intéressante, c'est une étude de Greenberg-Lial en 1990 qui montre que les allusions à la mort, donc les amorçages par la mort, rendent plus attrayantes les idées autoritaristes. Parce qu'à partir de là, les gens sont plus rassurés. C'est être contre la mort, bon, on est tous contre, mais c'est très difficile de pouvoir se battre contre la mort. Et du coup, les individus sont prêts à faire confiance à des décisions qui semblent sûres et fiables. Est-ce que vous pouvez lire le message suivant ? Yes, on en a eu là-bas. Flywin, bien joué. Alors là, je vous ai amorcé avec le fait de lire. Donc qui dit lire dit faire attention aux caractères noirs. En plus de ça, il y a des caractères noirs, donc on a envie de les lire. Mais en fait, là, le message se trouve dans les zones blanches. On a le F là, le L là, le Y, le W, le I et le N. Donc là, à nouveau, il faut prendre de la hauteur, il faut penser out of the box pour pouvoir réussir à voir un message quand, en fait, on a été conditionné depuis que nous sommes en CP à voir les caractères noirs. S'il vous plaît.
On va résumer maintenant les conséquences et tout ce qu'on peut tirer de cet effet d'amorçage. Le premier, c'est une information, même inconsciente, influencée suivante. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Il faut toujours utiliser des termes positifs pour programmer votre cerveau. Le cerveau ne comprend pas la négation. Si je vous dis de fermer les yeux, là, fermez les yeux, et ne visualisez surtout pas un éléphant rose. Ne voyez pas comme il est drôle avec un ballon dans la trompe et qui s'envole. Je vous dis ne pas visualiser, et pourtant, il y a quand même cet attrait pour la visualisation. Si vous êtes fan de développement personnel, vous avez souvent vu ce genre de choses. C'est ce qui est prôné en psychologie positive, c'est d'utiliser les termes positifs. Et ceux qui sont fervents de ça ont l'impression qu'il ne se passe que des belles choses dans leur vie, et que depuis qu'ils le font. En fait, ce n'est pas depuis qu'ils le font qu'il se passe de meilleures choses, c'est qu'en fait, depuis qu'ils le font, ils font davantage attention aux belles choses parce qu'ils habituent par amorçage leur cerveau à faire attention aux belles choses. Autre chose importante, c'est que l'ordre d'amorçage incombe. Dans une expérimentation où on proposait à des participants, alors c'était Kuhn Granzli et Freund, à des participants une offre d'emploi et on lui demandait ses chances de réussir l'offre d'emploi, il y a eu deux groupes. Le premier groupe, on leur montrait d'abord les éléments positifs de l'emploi et ensuite les éléments négatifs. Pour l'autre groupe, on leur montrait d'abord les éléments négatifs et ensuite les positifs. Eh bien, c'est le groupe qui a d'abord eu les éléments positifs qui a pensé qu'il était apte à avoir cet emploi. Alors ça, il y a des suggestions qui sont faites par rapport à cet effet. C'est qu'à partir du moment où on a des informations, on commence à visualiser la scène mentalement. On visualise toutes les caractéristiques. Et sauf qu'à partir du moment où on a de nouvelles informations, donc là les négatives qui sont dissonantes, ça va remettre en question tout ce qu'on a visualisé. Mais uniquement, ça va ajuster. Ça ne va jamais remplacer. Donc en commençant par le positif, on va d'abord avoir une image magnifique de ce qui peut avoir lieu, et ensuite ça va être ajusté par le négatif. Alors qu'en pensant d'abord négatif, on a d'abord une image horrible, et ensuite c'est un peu ajusté par le positif. Donc toujours commencer par le positif. Et on voit l'importance de l'environnement et des paroles appropriées pour avoir les performances désirées. Si on veut télétravailler par exemple, et qu'on parle de Chuck Norris ou de la dernière soirée ou je ne sais quoi d'autre, en fait on va amorcer notre cerveau par rapport à toutes ces notions-là. Et du coup on va être moins efficace, moins performant dans la tâche de travail. Une dernière chose qui est intéressante, c'est... je suis pas bien, pardon. Je crois que j'ai des nausées depuis ce matin, je crois que je suis enceinte. C'est compliqué. Hein? Ouais, c'est bizarre, hein? 200 millisecondes, c'est ce qu'il faut au cerveau pour constater une violation des normes. Je vous dis que je ne suis pas bien, c'est probablement parce que je suis enceinte. Et là, vous avez eu un déclic. Qu'est-ce qu'il raconte? En fait, en interne, on a plein de conceptions des choses, de ce qui est crédible, de ce qui ne l'est pas, de ce qui existe et de la marge de manœuvre qu'il peut y avoir. Par exemple, si je vous parle d'une table, vous visualisez généralement qu'elle est carrée avec 4 pieds, et qu'elle fait la surface de votre salle à manger. Mais cette table peut aussi être bien plus longue, bien plus petite, ça aussi vous en avez conscience. Quelque chose d'intéressant pour en voir les implications, combien d'animaux de chaque espèce Moïse embarqua-t-il sur l'arche? Ouais. Ouais. Alors est-ce qu'on a des réponses numériques? Ok, on a plein de bons ici. Effectivement, c'est Noé qui embarqua sur l'arche et pas Moïse. C'est très bien joué. Vous le ferez à votre entourage et vous verrez si ça fonctionne ou pas. Chez beaucoup, pour s'en rendre compte de ça, c'est avec la question combien d'animaux de chaque espèce Emmanuel Macron embarqua-t-il sur l'arche? Là, la violation de normalité, elle est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une différence. Dans la théorie des normes, Moïse, on le rattache au Testament, tout comme Noé. Il y a le même nombre de syllabes. Du coup, beaucoup de personnes ne sont pas choquées par le fait qu'on demande si Moïse a embarqué des animaux sur une arche. Par contre, en demandant si c'est Emmanuel Macron, là, elle tilte tout de suite. Donc la théorie des normes fait qu'on peut vite être piégé parce qu'on va faire des hypothèses qui sont erronées en étant persuadé qu'elles sont bonnes alors qu'elles ne le sont pas.
Toutes ces normes, du coup, c'est la base de notre réflexion pour produire du concret. Pour créer de nouveaux objets, on se base sur les standards que l'on connaît déjà. Et il faut parvenir à aller au-delà pour inventer. Et puis, comme je vous l'ai dit, ça peut induire des hypothèses erronées. Et donc, il faut faire attention à ça, parce que l'intuition est très vulnérable aux modifications légères d'informations. En innovation, ça porte un terme, c'est différentes normes. On parle de dominant design. C'est le fait, si je vous dis que je vois un élément qui a 4 roues, un volant et qui roule, vous allez pour beaucoup penser à la voiture. C'est le dominant design et ça fait référence en psychologie à la théorie des normes. Petite dernière question, on est sur la fin. Si je vous dis 17 x 24, là l'objectif c'est de ressentir nos différents niveaux de cognition. Savoir, on va différencier le spontané du délibéré, l'intuition du logique. Donc là, si je vous demande 17 x 24, est-ce que le résultat peut être 36 ? Alors, est-ce qu'il peut être ? Je ne vous demande pas le résultat. Est-ce que le résultat peut être 36 ou 3 298 526 904 ? Est-ce qu'il peut être l'un ou l'autre ? Vous le sentez pour le 3 milliards ? En fait, c'est ni l'un ni l'autre. Ceux qui ont dit 3 milliards, je vous laisse regarder sur une calculette. Si je vous demande quel est le résultat, c'est un peu compliqué à calculer, donc on va faire plus simple. C'est combien font 23 plus 118. Donc là, vous pouvez le calculer. On a 141. Donc là, tous ceux qui se sont pris au jeu, qui ont tenté de calculer ce résultat, je suis bon, hein, c'est 141, on est d'accord ? Ouais, 138, 141. Tous ceux qui ont tenté de calculer ce résultat, il y a vos muscles qui se sont tendus, il y a votre rythme cardiaque qui a accéléré, il y a votre pression artérielle qui a augmenté, et il y a votre pupille qui s'est dilatée. En fait, depuis toujours, quand au prof de maths vous dites « si, je travaille », et en fait, ils peuvent savoir par la dilatation de vos pupilles si c'est vrai. Il y a de nombreuses études à ce sujet. Les détecteurs de mensonges se basent là-dessus en considérant que si on réfléchit à ce qu'on doit dire, c'est qu'on est dans le mensonge. Donc ça, c'est véridique. Mais là, l'objectif, nous, c'était de ressentir les différents niveaux de cognition. Dans un cas, on se concentre, nos muscles se contractent. Et dans l'autre, c'est intuitif. On le sent ou on ne le sent pas. On est chaud, on est froid. Et là, du coup, en fait, on va pouvoir analyser les 3 niveaux de cognition qu'on a. Donc le premier, c'est si vous touchez du feu, vous verrez que vous retirez votre main très rapidement. C'est quasi instantané, ça prend 200 millisecondes. Alors que si vous avez voulu le faire consciemment, ça aurait pris 500 millisecondes. Donc là, on est dans un stade de réflexe. Il y a l'intuition qui constamment analyse l'environnement, comme on peut le voir depuis tout à l'heure, et qui est constamment à la recherche, vu qu'il suit le cerveau, il cherche à minimiser la douleur et à obtenir des récompenses, obtenir du bonheur. L'intuition fonctionne à ça. Il fonctionne en arborescence. Donc c'est là où on voit l'intérêt de la carte mentale, comme on a pu voir un visuel tout à l'heure. Et il y a plein de processus en parallèle, ce qui fait qu'il est rapide. Mais le problème, c'est que le résultat peut être long à atteindre l'inconscience. Il y a beaucoup de créatifs qui disent s'être reposés sur l'intuition. Par exemple, Archimède, quand il a dû déterminer le volume d'or dans une couronne, c'est au moment où il s'est plongé dans la baignoire qu'il s'est dit « Eureka, j'ai trouvé ». En fait, il suffit de plonger la couronne dans la baignoire et de voir le volume d'eau qui varie pour découvrir ensuite le volume de la couronne. Et bien ça, du coup, c'est un nom, c'est la créativité spontanée, c'est dû à l'intuition. Et comme on l'a vu tout à l'heure, malgré tout, il faut encore le valider derrière avec de la logique. Donc là, on parle de la réflexion. C'est un fonctionnement mathématique qui est logique. Si on a des informaticiens, ils vont un peu la logique booléenne. C'est exactement ça. Il fait des comparaisons, il pèse les pour et les contre, et il est séquentiel. C'est notre flux de pensée qui fait les choses les unes après les autres. C'est lent, parce que c'est limité par la mémoire de travail, du coup, mais au moins c'est conscient, on a le résultat immédiatement. Donc ces niveaux de pensée sont intéressants parce qu'ils sont très étudiés. Ils sont très étudiés. Le premier est appelé le système 1, ou encore implicite, c'est la créativité spontanée. C'est l'intuition qui a généré de nouvelles informations. Certains stimuli ont permis d'accéder à ces informations et de créer des nouveaux process, des nouveaux objets. Le deuxième, c'est la créativité délibérée, donc là qui est logique, séquentielle et conscient. On peut s'intéresser aux unités de pensée créatives.
où justement l'intuition, on aurait deux types d'unités de base de pensée qui sont relatives à l'intuition. La première, c'est le spatial. On est capable de penser par imagerie spatiale, de sentir dans l'espace les différents éléments et de les structurer les uns par rapport aux autres, les hiérarchiser. Donc là, on est dans l'intuition. On a aussi l'imagerie mentale, l'imagerie visuelle, où là, on va imaginer visuellement des éléments. On va pouvoir manipuler les attributs de ces éléments. On pourrait se dire, mais alors pourquoi l'imagerie visuelle est distincte de la spatiale? Et ça, c'est très étonnant. C'est qu'il y a des individus qui sont aphantasiques, et en fait, ils sont capables de s'orienter, de voir une carte devant eux, et de dire dans leur tête, malgré qu'ils ne sont pas capables de visualiser la carte, c'est le principe des aphantasiques, ils n'ont pas d'imagerie visuelle du tout, ils ne peuvent pas imaginer les objets dans leur tête, et pourtant, ils sont capables de se reproduire dans la tête les déplacements qui peuvent avoir lieu entre deux éléments de la carte. Donc ils sont capables de considérer une information spatiale, alors même qu'ils ne peuvent pas considérer l'information visuelle. Et puis le troisième, c'est l'unité d'information qui est logique et temporelle, donc qui est dans la mémoire de travail, les informations l'une après l'autre pour faire des combinaisons logiques. Tout ça, il y a beaucoup de recherches là-dessus, parce que certains types de problèmes sont plus efficaces à résoudre lorsqu'on y pense consciemment, et d'autres sont plus efficaces lorsqu'on y pense inconsciemment. D'autres, pour certains, il faut se fier à l'intuition pour pouvoir y répondre. Il y a énormément d'expérimentations là-dessus. Une qui est très connue, c'est avec la théorie de la pensée inconsciente de Jit Terwey, qui donnait à deux groupes d'individus un choix à faire par rapport à la meilleure voiture à acheter, en fonction de plusieurs critères. Ils avaient énormément d'informations à traiter. Certaines étaient même contradictoires. Et bien, ceux qui ont dû réfléchir consciemment ont fait une moins bonne décision que ceux qui avaient du temps pour faire des puzzles, pour se distraire, et après seulement revenir, sans avoir le temps de faire de réflexion consciente, donner leur solution, dire quelle est la meilleure voiture, et ils étaient plus efficaces au final. Donc il y a beaucoup d'études, je vous donnerai l'ouvrage qui parle de ça, qui est sur les différentes tâches du quotidien qui peuvent être plus efficaces pour le système 1 et les autres qui peuvent être plus efficaces pour le système 2. On a trois types de créativité, donc. Le premier, c'est Dietrich, il parle de délibérer. Il fait cette distinction parce que là, on est surtout dans le lobe frontal, donc où on peut avoir de la pensée consciente, où se trouve la mémoire de travail, et on a un sentiment progressif d'approcher de la solution. Par contre, quand on est dans le Eureka de Archimède, là, on est dans l'intuition, du coup, on est dans la créativité spontanée, et c'est uniquement le cerveau qui a travaillé, et les chercheurs ont identifié l'endroit du Eureka. Peut-être vous l'avez déjà ressenti un jour vous-même, cette sensation d'avoir la bonne réponse, mais qui derrière vous entraîne aussi dans de l'effet Einstellung qui vous obnubile vers cette bonne réponse. Et bien en fait, les chercheurs ont identifié que ça provenait du nucleus accumbens, qui est juste là au milieu du cerveau, et qui communique avec les zones arrière du cortex. On a aussi le flow, qui est un troisième type de créativité, qui intéresse beaucoup de monde. Peut-être vous connaissez déjà le flow. Les rappeurs parlent de flow, les sportifs parlent de zone. Et c'est un état où ce que l'on fait est une fin en soi. On est tellement motivé intrinsèquement, c'est au plus profond de nous-mêmes, on trouve cette activité intéressante. Ce n'est pas pour une récompense qu'on va avoir après l'activité qu'on fait, c'est vraiment parce que l'activité est chouette. Dans ces cas-là, il y a une perte de la notion du temps, il y a une perte de la notion du moi aussi, on est entièrement dévoué à l'action, et il y a une harmonie entre les pensées et les actions. Donc il y a peut-être des sportifs dans la salle qui font de l'escalade. L'escalade, c'est très propice au flow. On a aussi la musique qui est propice au flow. Si vous faites d'un instrument de musique, c'est ce qui explique que cet état est très agréable. Et selon Dietrich, ça permet la créativité. Voilà, est-ce que ça vous a plu? Ouais, cool. Merci beaucoup. Eh bien, tant mieux, parce que du coup, vous pouvez aller plus loin. J'ai plein de choses pour vous. Le premier, c'est qu'on a vu la définition d'être original et approprié. Souvenez-vous, Bezos disait qu'il ne faut pas laisser les autres dire que c'est impossible. Tout ce que je peux vous dire à ce moment-là, ça provient de Dynamic Perspectives on Creativity et qui permet d'analyser comment intégrer la créativité dans le cursus scolaire.
et qui fait le pourtour de cette discipline. On a vu que pour faire face à la croissance et l'impact des nouvelles technologies, il y avait 3 critères, et dans lesquels était inclus la créativité. Ça, c'est dans le travail de Cal Newport, qui a publié Deep Work, et qui explique comment rester concentré dans un monde de distraction. Comment être dans un travail en profondeur, où l'on approche le plus possible le flow, qu'on vient de voir, et comment à d'autres moments, là on va se concentrer sur les tâches superficielles, quelles sont les choses à mettre en place. Et il va beaucoup parler, vous le verrez, de l'environnement, et donc implicitement de l'effet d'amorçage. On a vu qu'il y avait différents types de problèmes, compliqués, complexes, logiques, illogiques, etc. Si vous voulez voir comment mieux définir ces problèmes et trouver des solutions pour les résoudre, vous avez 101 Activities for Teaching Creativity de Van Gundy, qui est très sympa, il y a plein d'activités à faire. J'ai parlé un peu de la relativité générale d'Einstein. Si ça vous a intrigué, il y a des documentaires sur Arte qui sont géniaux. J'ai eu l'impression d'être un génie après l'avoir vu parce que j'ai tout compris à cette théorie pour une fois. Et donc là, vous pouvez aller voir l'univers dévoilé de Lachman. Il y a la magie du cosmos aussi, qui là parle également du quantique de manière incroyablement claire. On a parlé du syndrome du membre étranger. J'ai dû passer à captivation attentionnelle. Mais à partir de l'effet d'amorçage, qu'est-ce qui fait qu'on va consciemment porter notre attention à l'un des éléments? Et bien tout ça, Jean-Philippe Lachaud en parle, directeur du CNRS. Il explique également le principe du cerveau, comment ça fonctionne de manière ultra claire. Et il est juste passionnant. Je vous le recommande fortement. On a vu des traitements inconscients du cerveau. Le cerveau aime contextualiser. Il est fan de ça. Il est friand de la contextualisation des stimuli, qu'ils soient visuels ou auditifs. Et c'est ce qui fait la base de l'addiction aux jeux vidéo. Donc là, vous avez A Theory of Fun qui parle du cerveau de manière ludique, que je vous conseille beaucoup. Et avec toutes les notions d'amorçage, de théorie des normes, de niveau cognitif, vous pouvez aller voir Système 1, Système 2 de Kahneman, qui est un prix Nobel, mais qui a incroyablement bien vulgarisé tout ça. Et Airbrace Tortoise Mind de Gladstone, qui là parle des interférences des différentes tâches pour l'un ou l'autre des types cognitifs au quotidien. On a parlé de l'imagerie spatiale, l'imagerie visuelle et de la pensée logique, temporelle vers la fin de la causerie. Si vous voulez en savoir plus, vous avez Theory of Creative Thinking de K.E. qui est sorti en 2017. Et puis, on avait des visuels de cerveau sur les différentes zones qui sont nécessaires à la créativité. Ça vient de Your Creative Brain, qui développe différents types de créativité et ce que ça impacte pour le cerveau et comment l'entraîner, donc qui est très intéressant. Vous aviez Dietrich aussi, où là c'est des publications scientifiques, où vous pouvez en savoir plus sur le cerveau et la créate. Pour finir, on a parlé du coup de l'amorçage et donc on a vu l'importance des mots qui doivent être toujours positifs. On a vu aussi que ce qui est important pour être considéré approprié quand on fait des propositions très originales, il faut être capable de bien communiquer notre idée à d'autres personnes pour qu'elles-mêmes la considèrent appropriée et soient prêtes à nous suivre. Donc là, on voit l'importance de la sémantique et de la rhétorique et je peux que vous conseiller un livre formidable qui est 12 leçons de rhétorique de Victor Ferry. Si j'avais lu ce livre au collège, le français, j'aurais surkiffé, j'aurais pas vu ça pareil et j'aurais été hyper bon. Franchement, il est cool. Et sinon, vous avez Clément Viktorovitch. Alors lui, je ne l'ai pas encore lu, mais vous pouvez le voir sur Quotidien dans la première partie le soir. Il fait des interventions, il parle de la rhétorique des politiques qui sont hyper intéressantes. Enfin, vous avez Matière grise de Fabien Olicard. Donc ça, c'est sur YouTube, c'est gratuit. Vous verrez plein d'autres illusions du cerveau et le pourquoi du comment. Et puis, bien sûr, vous avez FunMOOC et les causeries saisies, où il y aura plein d'autres thématiques sur la créativité, sur l'innovation, sur les biais cognitifs, on a aussi cette année, qui sont probablement incroyables. Si vous avez aimé, vous pouvez améliorer encore la connaissance scientifique. On a un laboratoire ici, peut-être vous le savez, où on a des psychologues qui travaillent sur différents sujets, entre autres sur la créativité. Et vous pouvez donc vous inscrire pour faire avancer la science. Ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est gratuit. Il suffit de scanner le QR code ou d'aller sur le lien qui se trouve ici et pour découvrir comment ça se passe dans les coulisses et permettre de faire avancer la recherche. Merci à tous. Merci beaucoup. On a quelques minutes si quelqu'un a une question ou sinon il y aura possibilité d'envoyer vos questions sur causerie@idfc.cesi.fr et puis je transférerai vos interrogations à Thibaut.
Donc merci à vous qui nous suivez chaque semaine, merci à vous dans la salle. J'espère que cette thématique vous fera réfléchir et vous aurez envie d'aller plus loin. Merci à Thibaut évidemment pour sa présentation. Je vous rappelle donc que donc là vous avez le mail dont je vous ai parlé et vous avez un nombre important de replays également sur la chaîne YouTube Saisie dans la playlist Les Causeries Saisies. Alors c'est pas l'intégralité des causeries puisque nous avons un droit à l'image évidemment. Donc là Thibaut nous fait le plaisir de bien vouloir vous mettre en accessibilité son replay, donc ça sera disponible dans quelques jours. Et il propose, pour ceux que ça intéresse évidemment, d'avoir accès aux références proposées lors de cette causerie. N'hésitez pas, si vous avez également d'autres questions voilà, sur les causeries, je suis là pour vous répondre, il n'y a aucun souci. La semaine prochaine, on va parler du volontariat international en entreprise. Ça peut parler à beaucoup d'entre vous qui pensent, voilà, qui ont besoin d'informations sur le sujet ou voilà, qui pourraient être intéressés par le sujet. Vous voyez, on a différentes thématiques tout au long de l'année. N'hésitez pas à vous renseigner. Merci à tous. Bon après-midi et bien à la semaine prochaine. Bon après-midi, au revoir.